Bien, merci beaucoup d'abord d'avoir tenu les 30 minutes parfaitement pour cette intervention qui est, je crois, très utile et qui nous rappelle donc quel est le contexte initial pour le début donc de ce colloque et de nos travaux. Alors je retiens plusieurs choses de ce que vous nous avez dit, sur lesquelles nous reviendrons, je pense, par la suite. D'abord, vous montrer, alors je crois qu'il y a des éléments dans votre communication qui auraient pu être faits à propos d'autres théâtre de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on voit comment les Américains, effectivement, s'appuient sur les revendications nationalistes pour construire cet impérialisme, donc à la faveur même de la guerre, hein, et ça aurait pu être dit de l'Asie de la même manière, bien évidemment. Mais ce qui est très intéressant aussi dans les documents que vous nous avez cités, c'est qu'on voit bien comment effectivement ces mouvements indépendantistes naissants, eh bien, savent immédiatement utiliser l'opportunité qui s'offre à eux. Donc ça, je crois que c'est très intéressant. Ce que je retiens aussi, c'est ce que vous nous avez dit de l'antisémitisme, la présence de cet antisémitisme au sein de l'armée française. Et Julie Legac, qui interviendra demain, je crois, a fait une thèse sur le corps expéditionnaire français, où elle montre aussi des éléments très, très importants de cette tradition antisémite au sein de l'armée française. Par ailleurs, je crois que ce qui est intéressant dans ce que vous nous avez dit, et ça va peut-être réapparaître par la suite, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu une double propagande antisémite dans ces régions donc d'Afrique du Nord, en l'occurrence celle de Vichy, mais aussi celle qui parvenait de l'Allemagne nationale-socialiste, qui, comme on le sait, a cherché à utiliser également donc ces mouvements indépendantistes et nationalistes arabes. Et bien évidemment, cela n'a pas été aussi sans laisser un certain nombre de traces dans la configuration d'un nouvel antisémitisme en Afrique du Nord. Alors, nous allons poursuivre à présent avec, en entendant donc Monsieur Filippo Petrucci, donc que je vous présente brièvement, qui a fait ses études à l'université de Cagliari, puis qui, comme beaucoup de jeunes chercheurs italiens aujourd'hui, a une carrière internationale, puisqu'il a étudié ensuite en France, à Paris 7, à l'INALCO, à Yad Vashem. Il a obtenu une bourse du Vidal Sassoon International Center, et il travaille sur la situation des Juifs de Tunisie et d'Algérie pendant la période donc 1930-1950. Il a notamment publié, coédité un ouvrage sur les Hébreux in Algeria in Tunisia pendant la période donc 1940-1943. Donc il va nous présenter une communication à présent sur les communautés juives du Maroc, de Tunisie et d'Algérie entre 1940 et 1943. Et j'ai oublié de dire donc qu'il enseigne à l'université de Cagliari en Italie. C'est à vous. Merci. Alors d'abord, je vais remercier les organisateurs de m'avoir donné encore une fois la possibilité d'être présente à une conférence sur le Juif d'Afrique du Nord, une conférence qui est très riche et très intéressante. L'objectif de ma brève intervention est de décrire la situation des communautés juives dans le territoire d'Afrique du Nord sous le contrôle direct ou indirect de la France, dans une période de grande intervention extérieure, et en particulier la période de l'imposition des lois raciales, jusqu'à la fin de la guerre en Afrique, donc en 1942 et même 1943 pour la Tunisie. Le thème, il peut donner lieu à un long discours, mais j'essayerai de résumer les moments les plus importants que les communautés juives d'Afrique du Nord français ont dû faire face pour essayer de montrer le cadre général des communautés, comment ils ont réagi aux lois raciales et quel était le contexte général dans lequel ils vivaient. Vu que je suis un des premiers à intervenir, j'espère que ce moment pourra être utile à déliner aucun point sur la situation générale. Et à la fin, j'essaierai même de souligner des aspects qui, à mon avis, peuvent être intéressants à propos de l'application des lois raciales en Afrique du Nord. Alors, les Juifs vivant au Maroc, en Algérie et en Tunisie entre les 1940 et la fin de la guerre, on était environ 470 000.
250 000 au Maroc, entre 120 et 130 000 en Algérie, entre 90 et 100 000 en Tunisie. Les trois communautés avaient une histoire différente, un impact distinct sur les pays, des statuts et des nationalités diverses entre les trois pays et même à l'intérieur des pays. Tous les trois ont quand même dû subir les lois raciales de Vichy et donc les impositions, déclinées selon les pouvoirs qui avaient autorité sur les trois pays. Donc, cet bref document portera sur les étapes de la législation raciale, les réponses communautaires différentes et l'application de ces lois. Alors, la France avait perdu la guerre avec l'Allemagne et avec l'Italie et l'armistice était promulgué depuis seulement 2 mois, le 22 juin 1940, quand le 27 août fut aboli le décret Marchand-d'eau. Ce décret-là avait été émis en avril 1939 pour essayer de limiter la diffamation, l'injurie et les attaques raciales sur la presse. Le but ultime de cette loi était d'arrêter l'obscène campagne de presse qui existait à l'époque en France, mais surtout en Algérie, où le mouvement et les partis anti-juifs avaient un réel pouvoir sur le terrain. Et on avait plusieurs journaux antisémites en Algérie. On avait la Dépêche algérienne, l'Écho d'Alger, l'Écho d'Oran et après même les Pionniers. Donc le but c'était d'arrêter cette campagne antisémite. Maintenant, donc très tôt après l'armistice, le régime pétainiste donnait à nouveau à la presse antisémite toute la place dont elle avait besoin. C'est important de souligner avant de poursuivre que la production législative antisémite française ne sera pas exigée par les envahisseurs allemands, mais sera une production autochtone marquée Révolution nationale. À mon avis, ce signal, le décret Marchand-d'eau est important car c'est le début, c'est le commencement d'une espèce d'avalanche. Sera suffisant d'attendre autres 41 jours pour l'abolition du décret Crémier, daté 7 octobre 1940. Après 70 ans, les Français juifs d'Algérie perdaient tous leurs droits de citoyens et ils devenaient à nouveau des juifs indigènes. Et dans cette décision, la chose la plus frappante, le vrai choc pour les communautés juives d'Algérie fut que cette abrogation ne sortait pas du milieu algérien qui était pollué d'antisémitisme depuis longtemps, mais était né complètement en France. Étaient les Français de France qui avaient décidé de priver de leurs droits d'un jour à l'autre. Ensuite, il y a la proclamation de la loi portant statut des Juifs, 3 octobre, mais publiée dans le journal officiel seulement le 18 octobre, loi applicable à l'Algérie, aux colonies, aux pays de protectorat et territoires sous mandat. Le 11 octobre, une nouvelle loi est publiée selon laquelle est suspendue, en ce qui concerne les Israélites indigènes des départements d'Algérie, la procédure instituée par les articles 3 à 11 de la loi du 4 février 1919 sur l'accession des indigènes de l'Algérie aux droits politiques. En pratique, en moins de 2 semaines, ceux qui étaient des citoyens français devenaient des hommes sans presque aucun droit, retournaient à être des juifs indigènes. Si le but du premier statut, après avoir déterminé qui était juif, était de chasser les juifs du domaine public et du journalisme, avec quelques dérogations pour les anciens combattants et pour ceux qui étaient français depuis 5 générations, le deuxième statut du 2 juin 1941, né par l'action de Xavier Vallat, bloquait en pratique tous les accès aux autres travaux. Le but final était une stérilisation de la société française. Comme nous avons pu voir, le statut de juif était applicable dans tous les 3 pays où la France était présente. L'application de la vague des lois raciales fut extrêmement rapide et violente en Algérie. Jean-Charles Abrial, le gouverneur général qui avait pris la place de Lebeu, fut habile dans l'application rapide de la législation raciale. Récemment, quelqu'un a forgé pour l'Algérie le mot de ultra-vichisme, car le régime de Vichy en Algérie ne se contentait pas seulement d'appliquer les décisions gouvernementales ou de donner corps aux idées ou pensées du maréchal Pétain. Mais souvent, le régime de Vichy en Algérie exagérait, accentuait, élargissait la portée de ces décisions. À partir de novembre 1941, un numéro clausus fut appliqué 2% aux avocats, médecins et sages-femmes. En février 1942, le même fut appliqué aux architectes et à partir du 8 septembre aussi aux dentistes. En pratique, les juifs pouvaient travailler seulement dans très peu de domaines. En 1941, il y aura aussi le recensement de la population et des biens.
où l'appellation religieuse raciale était rétablie. Donc si la plupart des Juifs, dans le recensement de 1931, s'étaient refusés de dire s'ils étaient des Israélites naturalisés en 1870, mais ils se définirent directement français d'origine, ce choix de Pétain les obligeait à un pas en arrière énorme. Avec les numerus clausus pour les étudiants de l'université et des écoles supérieures, 3%, et ensuite pour les écoles inférieures, 14%, c'est réaliser le nettoyage commençait déjà avant avec les professeurs, et ligne avec l'idée de Vallat. Si les Juifs ne peuvent pas travailler dans certains domaines, pourquoi devraient-ils étudier pour le faire? Le 19 août 1941, par l'action de Maxime Weygand, fut créé même un service à gêner des questions juives similaire à ce qui existait en France. Ce nouveau apparat, qui restera en fonction jusqu'à la fin de mars 1943, donc 5 mois après l'arrivée des Alliés au Maroc en Algérie, devait s'occuper de l'arianisation et de la spoliation rationnelle des biens juifs. Et je cite seulement, parce que quand même on n'a pas le temps de se retraiter, de l'acharnement des autorités françaises sur les écoles, et sur les étudiants et sur les professeurs, qui avaient obligé les Juifs d'Algérie, qui n'avaient pas des écoles comme l'Alliance étudiante universelle, parce qu'ils étaient des Français. Donc on n'avait pas besoin d'un réseau supplémentaire d'écoles, à s'inventer dans un temps très rapide un système pour permettre aux étudiants de continuer à étudier. À différence de l'Algérie et de la France, il faut dire qu'il y avait aussi des petites nuances différentes, parce qu'en Tunisie et au Maroc, les Juifs convertis à l'islam n'étaient plus considérés comme Juifs. Donc, avant de parler rapidement de Maroc et Tunisie, je pense que ça c'est un trait à souligner important. Au Maroc, le statut de Juif fut promulgué le 31 octobre 1940. Comme en Algérie, il faut établir un numéro clausus pour les médecins et les avocats et pour qui voulaient poursuivre des études supérieures. Le deuxième statut fut appliqué avec les daïrs du 5 août 1941. Les arrêtés du 19 août et du 16 septembre 1941 interdisaient aux Juifs d'habiter dans les quartiers européens et de travailler dans des entreprises commerciales ou industrielles privées. Les plus touchés en ce cas, quand même, ils étaient les Juifs français, car la masse des Juifs marocains n'était pas touchée par cette loi. Charles Noguès fut le résident général et il appliqua très strictement les lois raciales de Vichy. Le contre-pouvoir de Noguès était Mohamed V. Le sultan marocain il avait uniquement obtenu, après 2 mois de négociations, une atténuation de la sévérité du texte proposé au début. Plus important, au moins au niveau symbolique, plusieurs fois, il avait rencontré les notables juifs et les avait rassurés qu'ils étaient pour lui comme tous les autres Marocains. Les Juifs marocains furent traumatisés par le racisme de l'administration française, et de l'autre côté, rassurés par l'attitude des sultans, même si sur ce sujet, le débat récemment il est plutôt ouvert. En Tunisie, l'application des lois raciales fut moins virulente. Même ici, il faut important le rôle des souverains, surtout de Monsef Bey, qui était monté en trône le 19 juin 1942. Mais il faut même souligner l'action du résident général Esteva. Catholique, héros du premier conflit mondial, il vivait comme une espèce d'achète, et son application des lois raciales fut beaucoup plus mitigée que dans l'Algérie qui était tout à côté. Encore, de la côté positif de l'administration française, il faut rappeler le directeur de la justice tunisienne Lamotte, le vice-amiral Terrien, le délégué à la résidence Lafont, qui sera déporté par les Allemands après le débarquement allemand, et même l'archevêque de Carthage, M. Gounod. Le premier statut des Juifs fut appliqué seulement le 30 novembre 1940, et la limite pour exclure les travailleurs juifs était le 5 février 1941. Cas unique, les Juifs ils ont pu maintenir même un journal, le Petit Matin, qui avait le sous-titre Le Journal israélite de Tunisie. Même histoire pour le deuxième statut, qui fut appliqué par un décret bellical du 14 mars 1942, arrivé donc avec un décalage de 8 mois après la prolongation en France et l'application en Algérie, de cette deuxième vague de lois raciales.
Et notre en Tunisie, ils furent exclus de numereux clausus les architectes, les dentistes, les pharmaciens et les sages-femmes. Les médecins, qui formalement étaient inclus, en réalité, ils avaient, on peut dire qu'ils ont continué à travailler parce que seulement il y avait un nombre de médecins juifs tel que s'il y avait l'exclusion des médecins, la Tunisie pouvait être en crise parce qu'il n'y avait pas de médecins suffisants pour toute la population locale. On peut dire qu'en Tunisie, l'application de la loi raciale a été en ligne avec la vision paternaliste de Pétain. Un retour à la tradition, la protection de la nation contre une minorité dangereuse qui était les Juifs, et en même temps la protection de cette minorité assurée par l'État, qui en réalité contrôlait cette minorité, c'est-à-dire les Juifs. La situation en Tunisie sera bien pire au moment du débarquement américain, c'est-à-dire de la réaction allemande au débarquement américain. Parce que la Tunisie a subi l'invasion allemande. Les Juifs tunisiens seront forcés au travail obligatoire, exposés à menaces et humiliations, vexés avec des amendes collectives. Dans cette situation, le paradoxe fut que pendant les 6 mois d'occupation, les contrastes, pour des raisons plutôt matérielles, à mon avis, entre les Italiens et les Allemands, sur la confisque des biens des Juifs italiens, ils ont, dans quelle façon, ralenti la politique raciale sur le terrain. Parce que les Italiens, ils avaient défendu les Juifs italiens, qui étaient une élite entre les Italiens. Et donc, ils ont ralenti un petit peu. Mais dans ce cas, je ne vois pas une générale attitude italienne vers les Juifs positive dans certaines zones d'occupation, comme le sud de la France. En Tunisie, à mon avis, c'était plus lié au fait que la communauté juive italienne était riche, était l'élite de la communauté italienne, et donc c'était une défense des intérêts de l'Italie. Le retour au passé pour les Juifs de l'Algérie et du Maroc ne fut pas naturel comme ils pouvaient croire. Noguès fut remplacé seulement le 5 juin 1943, 7 mois après le débarquement, et encore pire fut pour les Juifs algériens. Après avoir eu un rôle de protagoniste dans les débarquements liés, avec les groupes Géogras et le grand nombre de Juifs qui ont participé dans ces groupes. Plusieurs d'entre eux furent arrêtés et envoyés dans les camps de travail obligatoire. Toute l'administration pétainiste restait au pouvoir. Et il faut interdire aux Juifs de participer à l'armée. Ils étaient simplement des pionniers. Giraud, appelé à remplacer Darlan qui avait été assassiné, proclame la deuxième abrogation du décret Crémier, qui sera rétabli seulement le 20 octobre 1943, donc presque un an après le débarquement, et ça sera rétabli seulement parce qu'il y avait beaucoup de pression de la part des Américains et des Alliés. J'arrive à la conclusion. Alors, ce que j'ai décrit très rapidement a été la situation générale des Juifs d'Afrique du Nord pendant les ans 40-43. Un aspect intéressant, à mon avis, c'est que le fait que la communauté juive, dans les pays où était la plus émancipée de l'Afrique du Nord, l'Algérie, était la moins protégée par les pouvoirs. Ceux qui avaient confié leur destin à la laïcité, à la France républicaine, avaient été non seulement trahis, mais se sont retrouvés totalement marginalisés et incapables de demander de l'aide au sein de la société où ils vivaient. Les Tunisiens et les Marocains juifs, au contraire, se sont retrouvés dans quelque manière, paradoxalement, défendus par les bey et les sultans, et même, si on reste sur l'Algérie, par les dirigeants musulmans de ces pays. Après, je citerai très rapidement. On aura parfois le paradoxe que Monsef Bey, qui avait donné le Nisham Iftikhar à une vingtaine de personnalités juives dans la moitié de 1942, pour montrer clairement son amitié vers la communauté juive, sera déposé, exilé par la France, pays qui quelques mois avant avait humilié les Juifs avec les lois raciales. Ce qui se passe pendant ces 3 années, c'est un retour vers le passé. Les Juifs, avec les lois raciales, ils perdent leur possibilité d'émancipation parce que rejetés par la France qui avait ouvert les ports. Et le paradoxe, c'est que dans les pays comme le Maroc et la Tunisie, ils peuvent retrouver
la protection des chefs musulmans en redevenant des dîmes.